Donc, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à tous. On est sur le webinaire sur la plateforme Alform. Je vais attendre, vu qu'on a démarré pile poil à l'heure, je vais attendre quelques secondes. On peut déjà d'ores et déjà commencer à chatter ensemble. J'aimerais bien que, voilà, génial, génial. C'est ce que j'allais vous poser des questions, qu'on puisse m'écrire, me dire si vous m'entendez bien. Donc j'attends quelques réponses de votre part. Et je vois que Youssef me passe le bonjour, bonjour, bonjour. Génial. J'ai Youssef, j'ai Khaled, j'ai Mohamed, j'ai Antoine. Hamdi, super. Super, je vois qu'on m'entend bien. Ça a l'air clair, 5 sur 5. Donc bonjour à tous. Donc si vous me voyez regarder sur cet écran-là à droite, c'est parce qu'en fait j'ai mon écran où j'ai plus ou moins tous vos commentaires. Et si vous me voyez ici, c'est là où j'ai mon écran où je peux parler directement avec vous. Donc si vous me voyez de temps en temps, excusez-moi, à droite, à ma droite à moi, c'est que j'ai des commentaires qui sont ici. Donc on va commencer. On va commencer de manière très ponctuelle. Bonjour à tous. Très heureux d'être, on va dire, de retour pour moi sur la plateforme alform.com. Ça faisait un petit bout de temps que j'ai pas eu le temps de revenir sur celle-ci. C'est pas la faute de la plateforme Alform, mais c'est le mien. On m'a beaucoup sollicité pour revenir. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de partager avec vous cette heure-là. La thématique d'aujourd'hui, c'est comprendre l'hyperconvergence, comprendre ce concept-là. On va faire une série de webinaires. Il y en a déjà au moins 5 qui sont planifiés, plutôt 4 qui sont planifiés. On va démarrer par les concepts comme aujourd'hui, puis on va faire un deep dive, puis on va aller voir d'autres choses qui sont autour de l'hyperconvergence et un peu plus particulièrement autour de Nutanix. Donc voilà, on commence. Je commence. Hop. Donc là, avant, pour ceux qui n'ont pas eu, pour qui n'ont pas eu la chance et à qui j'ai pas eu la chance de parler auparavant, je vous fais un petit bonjour et je me présente. Je suis Fouad Lahed. Auparavant, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans à la mairie de Paris en tant que principal architecte. Donc j'ai eu la chance là-bas vraiment de faire mes armes. J'ai démarré vraiment en tant que novice dans tout ce qui est le monde de la virtualisation. Et c'est là où j'ai pu apprendre beaucoup de choses, je ne vais pas dire tout ce que je sais, mais une grande partie de ma connaissance, car j'ai eu la chance de jouer avec tout. C'était une énorme infrastructure, c'était un énorme terrain de jeu. J'avais plus de 400 ESX, plus de 4000 machines virtuelles, des projets dans tous les sens. Donc j'ai eu la chance d'apprendre énormément là-bas. Et on m'a très rapidement fait confiance. Donc très belle expérience. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans cette présentation-là, mais c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle vous me connaissez, c'est que j'ai été formateur sur la plateforme Alform. J'ai eu la chance de faire toute une série de cours autour de la solution de virtualisation, entre autres la solution de virtualisation VMware. Donc voilà, donc j'ai eu la chance je pense avec certains d'entre vous, j'ai partagé de nombreuses heures déjà. Donc, et pour d'autres, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Alform. J'ai vraiment donné du cœur cette formation-là. Je n'ai pas voulu donner une formation qui était très basique. J'ai mis vraiment toute mon expérience dedans. Avec vraiment, j'ai essayé de conceptualiser et aussi de réaliser vers des labs tout ce qu'on a pu voir en amont. Et j'ai eu de nombreux retours me disant que des personnes avaient la chance de faire cette formation-là et d'ensuite de faire la formation officielle de chez VMware et qui avaient trouvé ma formation à moi beaucoup plus approfondie et beaucoup plus concrète que celle qui était sur de 5 jours sur site. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai aussi un blog, je suis pas trop à jour, mais bon, j'ai quand même beaucoup d'articles sur la virtualisation. Mon Twitter, mon blog. Aujourd'hui, je suis système ingénieur chez Nutanix. Je travaille chez un des leaders de l'hyperconvergence. Donc, c'est d'où ma raison pour laquelle je suis aujourd'hui sur ces webinaires-là. J'ai la chance aussi d'avoir les plus gros muscles de l'industrie. Entre autres, je suis VCDX. VCDX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus haute certification de chez VMware, qui est la certification, on va dire, d'architecte. On est dans le monde à peu près aujourd'hui moins de 300 dans le monde. On est à peu près 290, si je dis moins de 290 dans le monde.
Je crois que même en France, on est 2-3, on est 2-3 en France. Et pour Nutanix, chez qui je travaille, donc entre autres, les leaders d'hyperconvergence, j'ai aussi l'équivalent de certification, entre l'équivalent de la certification d'architecture Nutanix. Et je suis numéro 18. Et pareil, je crois qu'on est à peu près worldwide, on est à peu près une vingtaine dans le monde. Donc voilà. Donc passons dans le vif du sujet, c'est pas moi le plus intéressant. On va passer au pourquoi. Pourquoi Donc apparemment, je vous ai déjà posé la question, est-ce que vous m'entendez? Pour tout ce qui est question, vous avez un petit onglet, excusez-moi, vous avez un petit onglet, je reviens sur comment ça va fonctionner. Vous avez un petit onglet dans votre plateforme qui est question. Donc n'hésitez pas à poser. Et on aura aussi un petit sondage à la fin pour savoir quelle heure vous convient le mieux. Quelle heure vous convient le mieux. Donc voilà, ça va se passer sur votre plateforme. Je reviens à mon webinar. Donc le pourquoi. Pourquoi l'hyperconvergence? C'est super important de comprendre pourquoi. On ne fait pas ça parce que c'est fun. Il y a vraiment, on résout vraiment une réelle problématique via l'hyperconvergence. Mini rappel, parce que j'espère que vous connaissez qu'est-ce que c'est que le monde du stockage. Voici, on va dire, une composante SAN. Je vais activer mon stylo pour pouvoir vous dessiner un petit peu. Bon, si je peux appeler ça dessiner. Je ne suis pas le plus habile. Hop, pointer display, pen, ok. Non, mais voilà. Ça, c'est mes serveurs. Ça, c'est mes serveurs. Normalement, mon stylo devait marcher. C'est toujours ça, l'effet de direct. Et ça ne marche pas. Vraiment, j'ai un stylo. Et que quand j'écris dessus, ça doit marcher. Ah, bah, ça marche. Donc, ça, c'est mes serveurs. Ça, c'est mon SAN, c'est mon réseau de stockage qu'on appelle ça, le Storage Area Network. Et c'est un storage qui est complètement particulier au monde IP. C'est avec des adresses, par exemple, de endpoint, des adresses de communication qui sont complètement différentes des adresses IP. C'est des adresses qui ressemblent un peu à une adresse MAC, mais entre deux points. Et c'est un stockage généralement qui est construit via du Fiber Channel, avec des switches aussi qui sont complètement dédiés à ça. Et là, on a nos baies de stockage. Généralement, une baie de stockage, on a nos grappes de disques et avec la baie de stockage, généralement, on a des contrôleurs de stockage. C'est là où on va connecter mes fiber channels, mes fibres optiques, directement sur mes têtes de contrôleur. Généralement, c'est là où se porte un peu plus ou moins toute l'intelligence aussi des baies de stockage. Donc, je répète, voilà un petit peu la baie de stockage. Et qu'est-ce que vient remplacer? Donc, on a nos serveurs, on a un réseau qui est complètement dédié au monde du stockage, complètement indépendant au monde du stockage, qui est lui aussi connecté ensuite à des têtes de stockage, des contrôleurs de stockage qui, eux, présentent des disques à la fin. Donc, si demain je viens connecter un nouveau serveur, la même histoire, je vais devoir venir le connecter à mes switches qui, lui, me permettront de voir ce stockage-là. C'est une petite piqûre de rappel. Mais qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? On essaie de résoudre en fait cette complexité-là. Comme vous pouvez voir, hein, en réalité, quand vous le faites d'avoir on appelle ça aussi le free tier architecture. Vous allez voir très souvent le terme free tier architecture dans les mondes de l'hyperconvergence. Free tier, j'ai mon stylo qui fait des siennes, je suis désolé. Free tier, c'est free tier architecture. Qu'est-ce qu'on appelle par free tier? On appelle un premier tier ici, c'est-à-dire une première composante ici, un deuxième composant ici, un troisième composant. C'est une espèce de trois couches, une espèce de millefeuille à trois couches, qui est là que pour vous présenter du stockage en réalité. Le free tier est très commun dans le monde de l'industrie, vous l'entendez très souvent. Donc, on a, du coup, quand on a cette gestion-là, qu'est-ce qui se passe en réalité? On a plus ou moins une console ici, on va dire, pour ma virtualisation. Donc là, j'ai représenté une image d'Epicenter Center qui vient piloter directement cette virtualisation. Mais du coup, on se retrouve aussi plus ou moins avec une console qui est là pour piloter mes serveurs. Comme par exemple, si vous avez des blade serveurs, eh ben, il me faut une console dédiée, pour gérer mes serveurs. Ici, j'ai une autre console qui est, par exemple, là je représente un switch SAN pour pouvoir régler et pour pouvoir configurer mes switch SAN. Donc, le switch SAN, c'est une vraie science. Hein. On doit pouvoir créer des fabriques, on doit pouvoir créer du zoning, ça veut dire une espèce de connexion point à point, on doit pouvoir faire du masking. C'est une vraie compétence de faire du SAN. Hein. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas, on va montrer à un petit admin de gérer très simplement le SAN et il va devoir le faire. Non, il y a vraiment besoin d'une formation derrière pour comprendre ce concept-là.
Et ici, on a une bête de stockage. Donc, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui peut se passer physiquement parlant, parce que tout ça, c'est du physique, à partir de là, c'est du physique. J'ai mon stylo qui fait les siennes. Voilà. Toute la partie en dessous, c'est du physique. C'est-à-dire que là, j'ai potentiellement une marque qui peut être du HP pour mes serveurs. Ici, j'ai un autre constructeur qui est du Brockhead pour mes switch SAN. Et ici, j'ai encore un autre constructeur. Donc, j'ai trois interfaces différentes avec plus ou moins trois philosophies différentes, avec trois consoles de management différentes, avec trois IP différents. Pour ceux qui ont déjà géré du Brockhead, vous savez pertinemment qu'il vous faut exactement la bonne version de Java pour que ça puisse marcher, car si jamais votre version Java, vous l'updatez à la mauvaise version, bien, vous perdez l'accès à cette console Java-là. Pareil pour mon interface par exemple, de Blade. Moi, je me rappelle, j'avais géré à l'époque une certaine marque de Blade Server, je ne sais pas si c'est une marque, qui m'ont rendu complètement cher, parce que l'interface ne fonctionnait jamais. Donc, des fois, je pouvais perdre une demi-journée à essayer de me connecter ici, alors que j'avais tout ça à faire derrière. Donc, aussi pour l'implémenter. Donc, pareil, hein, quand on doit installer, déployer, en fait, cette future architecture, il faut que je branche mes serveurs, il faut que je les connecte, il faut que je les formate, il faut que je les installe. Faut que je fasse tout ça. Il faut que je descende ma serveur, il faut que je mette un gros manteau dans ma salle serveur. Pour mes suites, bah, je dois faire beaucoup de cabling, je dois mettre des petits labels pour pouvoir savoir qui communique avec qui. Ma bête de stockage, pareil, je dois mettre les bons disques, je dois connecter aussi pareil avec des câbles FC, je dois les formater, je dois faire du mapping, c'est-à-dire je dois pouvoir présenter le bon disque au bon serveur. Il y a quand même beaucoup de complexité dans cette gestion-là. En termes de support, vous avez là actuellement dans cette architecture-là, donc si vous avez au pire des cas, vous avez jusqu'à 4 supports différents. Vous avez potentiellement un support qui est ici, et vous avez un support qui est ici pour vos serveurs. Vous avez un autre support pour vos switch broken, vous avez encore un autre support pour Dell, pour la bête de stockage. J'ai mis des numéros complètement au hasard, c'est juste pour vous représenter. Hein. Pareil avec les SLA, c'est complètement. SLA, c'est le temps de réponse. Généralement, c'est quand on achète une bête de stockage ou n'importe quel équipement, on achète avec son support et le support qui est bien, donc on a un agrément entre tous les deux, et on dit, OK, bah, je vais signer pour un SLA de 4 heures. Ça veut dire en 4 heures que vous devez me remplacer la pièce, vous devez me répondre. Donc, vous pouvez avoir potentiellement des SLA différents entre la virtualisation, entre les serveurs. J'ai potentiellement des super SLA sur ma virtualisation, un super SLA sur ma bête de stockage, mais aussi un super SLA sur mes serveurs, mais un SLA très pauvre, car j'ai fait l'acquisition d'une manière où j'avais une petite queue de budget, donc j'ai baissé les SLA sur mon switch, mais il se peut que du coup mon problème vient là, donc ça veut dire que tout mon SLA en fait est impacté, ça veut dire que tout mon support est impacté. Et le jour où on a un problème, je vous garantis, ça m'est arrivé, on ouvre le classeur et on ne trouve jamais le bon numéro de téléphone, on ne trouve jamais le bon numéro de contrat. Donc avoir cette multiplicité de support aux gens aussi la complexité. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai ouvert un premier ticket ici parce que qu'est-ce qui se passait? J'avais ma baie de stockage qui présentait le stockage et qui le déprésentait. Donc ma VM n'arrêtait pas de cracher. J'ai ouvert un case avec VMware, c'était à l'époque VMware, qui m'a demandé, donc c'est pas nous, OK, on va ouvrir un case avec du code de baie de stockage. Ma baie de stockage, on fouillait, ah non, c'est pas nous. En fait, je trouvais que c'était un problème de connectique entre les deux. Mais pour troubleshooter, j'ai eu VMware qui m'a fait passer level 2, level 3, envoi de log, etc., analyse. J'ai eu 3-4 heures de downtime dans les dents, qui m'a dit, bah, c'est pas moi. Donc, j'ai dû renvoyer, du coup, mon call sur la base de stockage, pareil. Donc, analyse, envoi de log, connexion à distance, 2 heures, etc. Je suis très bavard, donc j'essaie de tenir le temps. Ça va être compliqué, je vais vous en dire maintenant. Je vais faire au moins une demi-heure de présentation. On m'a dit c'est de faire 20 minutes, mais je fais au moins une demi-heure. Donc voilà, vous avez compris que passer d'un constructeur à un autre pour le support, ben, engendre forcément un plus grand downtime, un plus grand impact, parce que forcément, passer de l'un à l'autre, eh ben, pour qu'on puisse corriger un problème, c'est de plus en plus complexe. Et aussi, gérer un problème qui est construit sur plusieurs solutions, ben, le problème est aussi plus complexe. Compatibilité des matrices, parce que forcément, il faut pouvoir gérer cette matrice de compatibilité. Il faut gérer cette matrice de compatibilité. C'est pas simple. Qui a jamais tremblé à mettre à jour un firmware qui voit cette jolie barre s'afficher, qui a jamais tremblé à ce qu'on n'a pas un plantage? Je vais ouvrir une fenêtre très rapidement, parce que normalement, comment on gère cette matrice de compatibilité? J'ai VMware compatibilité matrice, par exemple. Et en fait, je dois m'assurer de plusieurs choses. Par exemple, si j'ai un hyperviseur VMware, ben déjà ici, je ne vais pas directement sur cette interface-là, je dois aller sur l'interface IO Device.
en fait, je dois m'assurer déjà que ma carte physique est bien compatible. Par exemple, je sais pas, je vais aller la dernière version de VMware, je vais prendre ma carte Emulex, par exemple, Emulex en FC, et je fais cherche et je dois vérifier en fait que ma carte FC est bien compatible avec avec ma version de SX. Donc voilà, donc je dois vérifier ça dans un premier temps. Après, j'ai aussi vérifié aussi que ma bête de stockage est bien compatible avec mon hyperviseur. Donc normalement, j'ai storage quelque part. Storage Solutions. Je l'avais tout à l'heure. System Path. Donc moi d'habitude, je suis comme ça. Je fais VMware Compatibility List et Storage Matrix, il va me sortir. Voilà. Storage, voilà. C'est ce que je fais d'habitude. Et de la même manière, je dois vérifier potentiellement que mon ES6, ma version de ES6 est compatible avec tel équipement. Je vais mettre, je sais pas, je connais le bête stockage avec Fujitsu en FC et je mets update. Mais en fait, je dois vérifier cette matrice-là. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois, hop, je masque la bonne fenêtre, je dois vérifier que mon système de virtualisation est compatible avec ça. Et ensuite, je dois vérifier que ma carte ici est compatible aussi avec la bonne version de Broken. C'est ce que j'ai ici normalement. Hop, non, moi, je l'avais ici. Bon, je vais le rouvrir, c'est pas un souci. Je l'avais ici, c'est les allées directes. Recent. Voilà. Par exemple, ça, c'est un PDF qui vous montre la compatibilité des différents systèmes de Broken. Donc là, ils me disent mon switch Broken est compatible avec tel stockage, avec telle carte Emulex. Donc, je vais directement sur la page 41. Voilà. Donc, par exemple, il me dit ma bête stockage est compatible, ce switch Broken, qui est le switch SAN, est compatible avec tel hyperviseur, avec tel serveur, avec telle version de firmware, avec tel operating system de Broken. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même une certaine complexité, en fait, pour vraiment essayer de rester dans les clous. Pour essayer de rester dans les clous. Donc, du coup, je dois assurer que cette petite carte-là est compatible avec le bon operating system, et ensuite, je dois vérifier que que mon switch Broken est aussi compatible avec la bonne version de stockage. Et aussi que les deux peuvent bien discuter. Donc, grosso modo, il y a en réalité, il y a une vraie gymnastique à travailler. Donc, si jamais je mets à jour ici, eh ben, je dois vérifier la pile intégralement. Donc, une gestion en fait, des matrices de compatibilité qui est relativement complexe. Je vous garantis, pas tout le monde est à jour. C'est pour ça que généralement, quand vous appelez un case, ils vous demandent de mettre à jour. C'est parce que beaucoup ne respectent pas cette matrice de compatibilité. En termes de performance, il y a aussi une complexité dans la gestion de la performance. Pourquoi? Prenons l'exemple que j'ai une bête stockage qui a une capacité de 100 000 IOPS. 100 000 IOPS. Qu'est-ce que c'est un IOPS? C'est une entrée-sortie, input-output. C'est-à-dire que quand par exemple, je vais écrire une donnée, c'est une input. Je viens écrire dans mon stockage, un input, une écriture. Quand je vais lire, c'est un output depuis ma bête stockage. Donc, je viens récupérer ma donnée. Donc, input-output. On calcule cette valeur-là par lecture-écriture par seconde. Combien je peux faire de lecture-écriture par seconde? Donc voilà, donc on va dire que ma baie de stockage a une capacité de 100 000 IOPS. J'ai aussi beaucoup de choses à dire autour de ça, mais bon, il faudra un webinaire dédié pour ça. Donc, prenons l'exemple que ma baie de stockage a une capacité de 100 000 IOPS. Généralement, cette capacité IOPS est représentée aussi par la capacité de mes têtes de contrôleur, cache, ce qu'on appelle le caching. C'est là où il y a, on va dire, là où j'ai pas mal de flash disques et même de mémoire vive qui est branchée directement dans mes contrôleurs pour pouvoir ingérer toutes ces lectures-écritures. Et ben, prenons cette capacité-là de 100 000 IOPS. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais devoir plus ou moins diviser en réalité cette capacité de 100 000 IOPS par le nombre de serveurs physiques. Là, j'ai 3 serveurs de virtualisation, 3 hyperviseurs, 1, 2 et 3. Et en réalité, du coup, vu que j'ai divisé cette capacité de 100 000 par le nombre de serveurs, on va dire que chaque serveur a une capacité plus ou moins de 33 000. Donc ça, j'ai divisé de manière équivalente. Peut-être c'est 50 000 ici, 25. Je vous comprenez l'idée. Et bien cette capacité, normalement, par chaque serveur, doit être aussi divisée par le nombre de VM au-dessus, par le nombre de VM ici. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que quand je viens rajouter un nouveau serveur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que
c'est que je vais devoir rediviser cette capacité ici par le nombre de nouveaux serveurs. Si j'en rajoute un cinquième, je vais devoir diviser par un nouveau serveur de nouveau. Et que ce nouveau serveur-là, ce 25-là, par contre, je vais devoir le rediviser par le nombre de VM. Donc, grosso modo, vous êtes amené à rajouter des serveurs physiques, plus vous allez accéder au même point d'entrée, qui sont mes têtes de contrôleur de stockage, et plus vous allez devoir diviser cette capacité-là. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes arrivé un peu trop loin et que vous allez commencer un petit peu à surcharger les têtes de stockage, les contrôleurs de stockage, et vous allez commencer à avoir de la latence. Qu'est-ce que c'est la latence? C'est le temps qu'une écriture ou une lecture ou une écriture parte de mon hyperviseur, soit écrite dans les disques et revienne. Donc, cette latence-là, généralement, on parle d'une latence correcte en dessous des 15-20 millisecondes. Et quand on commence à arriver au-dessus de ça, c'est peut-être que mes têtes de contrôleur, ça peut être autre chose, hein, mais ça vient souvent de là, que mes têtes de contrôleur sont trop chargées. Et le problème, c'est que je ne commence pas à avoir une latence sur une seule VM. C'est que vu que pour tous mes serveurs, mes points d'entrée à mon stockage se trouvent ici, je vais avoir ma latence qui va impacter toutes mes VM. Et là, ça commence à devenir une problématique. Aussi, le problème, c'est que, en réalité, pour les têtes de stockage, on va dire, je dois en réalité consommer mes têtes de stockage qu'à 50% de leur capacité. Pourquoi 50%? Parce que si j'en ai une qui tombe en panne, l'autre doit plus prendre le relais. Mais pour le prix que ça coûte, un contrôleur de stockage, ne le consommer qu'à 50%, on va dire, c'est pas le meilleur deal. Donc voilà, donc on se retrouve dans un environnement. Mais c'est ce qu'on a eu pendant des années, hein, donc on devait faire avec. Vous allez me dire, oui, mais je peux faire une extension de ma bête de stockage. En effet, généralement, quand vous allez voir votre constructeur de bête de stockage, vous allez dire, OK, j'ai besoin de upgrader mon stockage ici. Donc, si jamais vous mettez encore plus de données ici, en réalité, la bonne pratique, c'est d'upgrader aussi le cache. Donc, normalement, on n'upgrade pas, on va dire, si on upgrade que du stockage, c'est vraiment que je sais que je vais mettre que des données froides, ou que je suis très large au niveau du cache, parce que j'ai vu que mon cache est utilisé qu'à 20%. Mais si généralement, je commence à être un peu limite au niveau du cache, si je rajoute du stockage, je dois rajouter aussi du cache, mais généralement, rajouter du caching plus rajouter du stockage, votre vendeur de stockage, vous verrez que ça vous coûte la quasi. C'est le prix d'une nouvelle bête de stockage. Votre vendeur saura bien ça, vous fera un beau sourire, vous dira, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution, je suis sympa, je vous connais depuis 4-5 ans. Je vais vous faire une bonne discount et je vais vous remplacer toute cette bête de stockage-là par une nouvelle bête encore plus grosse. Et vous allez être reparti pour 4 ans, on va dire, dans la même moulinette qui a duré depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est un petit peu les problématiques qu'on se rend compte. Il y a aussi d'autres problématiques en fait, de reconstruction de disque. Aujourd'hui, quand on doit reconstruire un disque avec une bête de stockage, à l'époque, quand on perdait un disque et que je devais reconstruire, mais quand mes disques faisaient, je ne sais pas, 200-300 gigas, ça prenait quelques heures. Mais aujourd'hui, les disques font 10-12 Tera. Reconstruire un disque de 10-12 Tera, ça prend énormément de temps pour une bête de stockage. Le problème, si jamais j'ai d'autres impacts, je suis potentiellement en risque de perdre ma donnée. On me dit bonjour, je vous dis encore bonjour. On me dit bonjour dans la fenêtre de. J'espère que vous avez compris plus ou moins l'idée. Est-ce que c'est clair pour vous? Je pense que je bouge. Donc voilà, je reprends une image. Super, on me répond. J'adore cette communauté Alform, vraiment très vive et géniale. Donc voilà, je reprends plus ou moins l'image du bête stockage. Hein. Donc ça, c'est quoi? C'est mes serveurs hein, avec mon hyperviseur, mes VM qui tournent au-dessous. Ça, ces petits points-là représentent mon SAN, mon réseau SAN. Ça représente mes têtes de contrôleur. Et ça représente mes disques. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement enlevé, on a complètement effacé. Avec l'hyperconvergence, là, je vais vous expliquer l'hyperconvergence. Je vais vous expliquer plus ou moins la problématique qu'on a eue avec la bête stockage. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que vient l'hyperconvergence résoudre dans cette problématique-là. On a complètement l'hyperconvergence. On a pris des serveurs, lambda, certifiés bien sûr, qu'on a testé, mais c'est des serveurs x86 avec de la mémoire, du CPU, des disques locaux. Dans chacun des serveurs, on a utilisé des disques locaux. Et on a créé l'hyperconvergence à partir de là. Donc, ça veut dire, physiquement parlant, on a supprimé la couche SAN. Le réseau de stockage, le brocket que je vous ai parlé, les câbles FC, l'étiquetage, tout ça, on l'a supprimé.
Là, mes têtes de contrôleurs, mes grappes de disques, on les a supprimées aussi. Physiquement parlant, on n'en a plus. Ça veut dire quand vous faites l'acquisition d'hyperconvergence, eh ben, vous achetez des serveurs avec une intelligence dessus. Comment ça se passe en réalité? Comment ça se passe? Eh ben, en fait, sur chacun des serveurs, on va avoir des disques. Donc, on va avoir généralement, on va avoir du SSD plus du HDD dans certaines de configurations. Ça dépend du constructeur. Vous allez avoir que du SSD. Donc, sur chacun des serveurs, on va avoir des disques locaux branchés. Donc, vraiment, vous avez votre serveur, vous avez dans votre serveur, vous avez de la mémoire, du CPU, et vous avez des disques durs locaux branchés dedans, en direct dedans, donc du SSD et du HDD. Et dans chacun des serveurs, on va voir ça. Là, j'ai pris un exemple de 3. On va connecter chacun des serveurs à travers un réseau, mais c'est du réseau IP complètement normal. Donc là, ça peut être du Cisco, soit à travers des transceivers SFP, soit à travers du base T, ça veut dire des câbles de cuivre. Mais il faut que ce soit au moins 10 gigas. Il faut que ce soit au moins du 10 gigas. Donc on va prendre ces serveurs-là, on va les connecter, mais il n'y a rien qui change aujourd'hui. Hein. On n'a pas réinventé, on va dire, l'eau chaude, comme on dit. On a juste pris nos serveurs, on les a branchés sur un réseau en 10 gigas, on a des disques durs locaux, mais ensuite, on a une intelligence software, qui va venir tourner dans l'hyperviseur pour créer ce stockage-là. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on va venir agréger tous les disques ensemble. Pour créer ce stockage. Donc, pour créer ce stockage-là, on va refaire un autre exemple. Imaginez-vous que vous avez, sur ce disque-là, j'ai une capacité brute. Hein. Imaginez-vous que vous avez 10 disques de 1 Tera. J'en dessine, voilà. Imaginez-vous que j'ai 3 disques de 1 Tera. Donc, ça me fait 3 Tera en tout. 3 Tera. Je prends des chiffres qui me simplifient la vie. Donc, j'ai 3 Tera brut. Donc, ça, c'est un disque de 1 Tera, un disque de 1 Tera, un disque de 1 Tera. Pareil, ici, j'ai 3 disques de 1 Tera, donc j'ai 3 Tera. Ici, j'ai 3 Tera, pareil. Brut, hein, ça veut dire que c'est vraiment des disques physiquement, ils représentent 3 Tera. L'hyperconvergence, là, je commence à donner une petite introduction sur le webinaire suivant. L'hyperconvergence, bien sûr, vu que ma donnée doit être protégée, ça veut dire que quand je vais écrire une donnée ici, elle va être écrite sur un autre donnée. D'accord? Quand, par exemple, je vais créer une donnée A, je vais répliquer ma donnée sur un autre donnée. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je vais venir agréger l'ensemble de mes disques, à la fin, je ne vais pas me retrouver avec une capacité disponible de 9 Tera, c'est-à-dire 3 Tera brut, 3 Tera brut, 3 Tera brut, mais je vais me retrouver avec une capacité disponible de 4 Tera 5, à peu près. Ça dépend de la policy, mais on va dire 4 Tera 5 net. J'écris 4 TB, 4,5 TB. Excusez-moi pour la pauvre qualité de l'écriture, c'est mon stylet aujourd'hui qui me fait des scènes. Donc, c'est juste pour vous expliquer que quand j'écris une donnée ici, forcément, vu que je dois la protéger, je vais l'écrire sur un autre serveur différent. On l'appelle nœud, on va appeler serveur physique, nœud et hyperviseur. Moi, je les appelle node ou nœud. Donc, quand j'écris ma donnée ici, je vais devoir la répliquer ailleurs, à travers le réseau, pour pouvoir la protéger. Comme ça, si bien sûr je perds un de mes serveurs, ma donnée est toujours quelque part autre. Elle est toujours sur un autre serveur. Donc, c'est pour ça que si jamais on va reprendre notre exemple, si jamais j'avais 10 disques de 1 Tera, donc ça fait 30 Tera brut, ça fait 10 disques de 1 Tera, donc ça fait 10 Tera brut, 10 Tera brut, 10 Tera brut, parce que sur chacun des serveurs, j'ai 10 disques de 1 Tera. Au lieu, ça me fera un espace de stockage de 30 Tera brut, mais en utilisable, ça me fera 15 Tera. Parce que forcément, quand j'écris ma donnée, je dois pouvoir la protéger ailleurs. Physiquement parlant, déjà, on commence à avoir une grosse simplification. Physiquement parlant. Là, j'ai mis rapidement la représentation, on va dire, de bled serveur avec bled stockage avec ses disques et avec ici, voilà. C'est mes bled serveurs avec ces têtes de contrôleurs, des têtes de contrôleurs avec des disques, avec un switch SAN et avec des switches IP. Et si jamais j'avais l'équivalent en serveur hyper convergé, tout ce que j'aurais en fait, c'est uniquement des serveurs x86, donc des serveurs complètement lambda, sur lesquels, dedans localement, il y a des disques durs qui sont branchés et qui sont connectés à des switches de réseau classiques et d'Axit en fait. Donc on va dire l'équivalent de ça, vraiment l'équivalent de ça, est là-dedans. Donc en termes déjà de physiquement parlant, ça prend beaucoup moins de place.
Si jamais vous êtes chez un hébergeur et que vous louez de la place, et ben ça, vous faites déjà un gros gain en termes de place louée. En termes de place, j'ai déjà dépassé mon temps à louer pour la présentation. On va commencer ça. Vous faites un gros gain en termes de place louée. Vous faites un gros gain en termes d'économie d'électricité, un grand gain en termes d'économie de climatisation, etc. Mais aussi, et aussi, on vient résoudre aussi le problème de la scalabilité. Quand je vous expliquais tout à l'heure que, par exemple, cette bête de stockage-là avait 100 000 IOPS que je devais diviser par le nombre de serveurs, ben, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ici, chaque serveur va venir avec sa propre performance d'IOPS. Ici, j'ai mis 25K. 25K représente 25 000 IOPS. Donc, chaque serveur, chacun arrive avec sa capacité de cache local et avec son intelligence, son contrôleur à lui, son contrôleur qui tourne à l'intérieur du hyperviseur ou à l'extérieur du hyperviseur, c'est notre débat. Et bien, chacun des serveurs, j'ai des questions qui arrivent, vous avez des questions, je vais garder un moment pour répondre à toutes les questions. En fait, c'est compliqué pour jumper entre deux Windows, mais je vais répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, mais posez-les vraiment dans la fenêtre questions. Donc, chacun des serveurs va arriver avec sa propre capacité de stockage et de performance IOPS. Par contre, donc là, on va prendre un exemple où j'ai 3 serveurs, chacun des serveurs a une capacité de 25 000 IOPS. Donc voilà, quand j'ai créé mon cluster d'hyperconvergence, quand je viens rajouter un nouveau serveur, ben, mon cluster précédent de 3 nœuds, 3 serveurs avec une capacité globale de 25 000 IOPS en termes de stockage, et ben, quand je vais rajouter un nouveau nœud, parce que vu que ce serveur va venir avec sa propre capacité de performance de stockage, et ben, ce serveur-là va arriver avec sa propre capacité IOPS. Donc mon cluster va grandir, va grossir en termes de mémoire, en termes de CPU, en termes de capacité de stockage, mais aussi en termes de IOPS. C'est quelque chose que vous n'avez pas. Par exemple, dans une infrastructure 3 tiers, je reviens au précédemment, si j'ai rajouté un autre serveur, et ben j'allais rajouter j'ai mon pen qui fait là, de la RAM, vous allez rajouter du CPU, mais vous n'allez pas rajouter forcément pas de capacité de stockage, vous n'allez pas rajouter pas de stockage, et pas de performance IOPS, parce que tout est géré là. Ils sont décorrélés, c'est 2 couches complètement différentes. Alors qu'avec l'hyperconvergence, ben, quand je rajoute un nœud, tout augmente simultanément, mémoire, CPU, capacité de stockage et aussi performance IOPS. Donc j'ai vraiment une vraie scalabilité. C'est vraiment extrêmement important parce qu'aujourd'hui on parle un peu du monde cloud, de pouvoir être scalable, de pouvoir grossir très rapidement, être élastique. Et bien l'hyperconvergence vous résout ce problème-là. Donc on a parlé que ça nous résout déjà la complexité en termes de hacking, donc ça consomme beaucoup moins de place, et ça nous résout le problème en fait de la scalabilité. Chaque fois que je rajoute un nœud, j'augmente en performance tout mon cluster simultanément. Et en termes de gestion, bah, ça me simplifie grandement la vie. Au lieu d'avoir une multiplicité de Windows, de fenêtres de management, bah, je peux me retrouver. Bon, là, je vais prendre un cas d'exemple où c'est avec du Nutanix, parce que c'est les slides que j'ai disponibles et je travaille pour Nutanix. Donc, j'utilise les mêmes slides. C'est pour ça que vous allez avoir la fenêtre Nutanix. Mais si c'est pour du Nutanix, bah, vous allez avoir une seule interface de gestion. Et pour peu que vous utilisez aussi l'hyperviseur de Nutanix, ça on verra dans un prochain webinaire, pour peu que vous utilisez le propre hyperviseur de Nutanix, et ben vous allez avoir une pure interface de gestion pour gérer l'intégralité, votre stockage, votre virtualisation, votre réplication, etc. Si jamais c'était sur du vSAN, par exemple, du VMware, et ben, au lieu d'avoir toutes ces fenêtres, ben, vous allez avoir que vCenter qui va vous permettre de gérer votre stockage et vos machines virtuelles. C'est ce que j'expliquais en fait, et ça vous permet de donner une vraie flexibilité en termes de scalabilité. On va dire qu'un serveur ici, représente une certaine capacité de mémoire, CPU et stockage. Et bien ici, j'ai une certaine capacité de compute, ça veut dire quand je parle de compute, c'est CPU, mémoire, une certaine capacité en termes de stockage et une certaine capacité en IOPS. Chaque fois que je rajoute un serveur, il vient avec sa propre capacité d'IOPS. Donc quand je rajoute un serveur, il arrive avec sa propre capacité de performance de stockage. Donc là, c'est vraiment très aussi spécifique à Nutanix. Parce que Nutanix apporte, on va dire, un peu plus de flexibilité par rapport à d'autres solutions, qui permet d'être un peu plus flexible sur la capacité de stockage. Donc ici, quand j'ai la capacité d'être complète, de pouvoir adapter mon cluster à mon besoin futur. Si par exemple j'ai besoin d'avoir un peu plus de stockage sur ma prochaine acquisition, je vais avoir un nœud qui va me porter un peu de mémoire, un peu d'IOPS,
mais aussi un peu plus de stockage. Mais j'ai aussi la capacité d'avoir, qui m'apporte que du stockage, par exemple. Et j'ai la capacité, par exemple, si j'ai besoin d'avoir beaucoup d'IOPS d'un coup, de rajouter un nœud all flash, de pouvoir mélanger les deux. Donc ça, c'était des nœuds hybrides, ça veut dire SSD et HDD. Et ben, j'aurai la capacité aussi de rajouter un nœud all flash intégralement qui va pouvoir s'intégrer à mon cluster. Ça, c'est un peu spécifique aussi à Nutanix pour pouvoir ce mix de configuration et qui va me rajouter beaucoup plus de performance. Par exemple, j'ai une nouvelle base de données, je vais pouvoir dire, OK, bah, dans ma base de données, fonctionne sur un ou sur deux nœuds de all flash et ils vont pouvoir cohabiter ensemble. Donc voilà, vous avez compris, quand je rajoute des nœuds, bah, je rajoute tout simultanément et en plus, je peux adopter mon expansion à mon besoin. J'accélère un peu plus pour rester dans les clous. Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu aussi le monde de l'hyperconvergence, les différentes solutions. Là, je parle en général, je ne parle pas forcément de Nutanix, comme vous avez compris, j'ai piqué l'hyperconvergence. Donc, Nutanix, donc il y a eu une première société qui était un petit peu Atlantis Datacor, qui était entre 2011. On va dire que c'est vraiment Nutanix en 2011 qui a créé ce segment-là, on va dire, et qui a vraiment démocratisé l'hyperconvergence. HPE aussi, quelques temps après, avait fait avec les solutions VSA, je me rappelle, j'utilisais pas mal. C'était des petites VM qui permettaient de partage de stockage local. C'était plutôt la société EMC qui était rachetée par Dell, qui avait aussi une solution en 2013, Scale.io, qui existe toujours. Qui existe toujours. SimpliVity, c'était pas encore, parce que ça appartenait pas encore à HPE, c'était une société qui s'appelait SimpliVity à l'époque, qui avait créé sa propre solution d'hyperconvergence qui s'appelle SimpliVity. VMware, qui a aussi, à ce moment-là, fait à l'acquisition d'une société qui s'appelle Virtsto, et qui a, on va dire, un peu totalement redéveloppé le produit, mais qui s'adaptait aussi, qui s'est inspiré de ça. Donc, la société s'appelle Virtsto. VMware fait l'acquisition de cette société-là pour créer sa propre solution. HPE a fait l'acquisition de SimpliVity pour avoir sa propre solution, parce qu'on voyait que ça commençait à marcher. On a vu que ça commençait à marcher. Datrium qui est arrivé, qui a été racheté par VMware aussi. Datrium qui était récemment, je crois, cette année même, il y a quelques mois, qui a été racheté par VMware. Cisco qui a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle SpringPath. Microsoft est arrivé avec sa propre solution S2D, je crois, de nom. Pivotron, on ne les voit pas beaucoup. Et NetApp aussi récemment qui se met l'hyperconvergence. Mais voilà. Comme vous pouvez voir, Nutanix est dans le segment depuis très longtemps. Vous avez aujourd'hui, clairement, le marché est guidé par VMware, puisqu'on n'a pas Nutanix, et par VMware. Et par VMware. Clairement, vous avez d'autres qui sont aussi là, comme Cisco, SpringPath, SimpliVity, ils sont là. Mais si vous tapez Magic Quadrant, vous allez voir que le marché est vraiment partagé entre ces deux grands acteurs. Si vous voulez tester plus ou moins l'hyperconvergence, vous avez des plateformes pour le tester. Je vous ai mis les deux principales. Nutanix, vous faites nutanix.com test drive. Et sinon, pour VMware, vSAN, ou même VxRail, qui est on va dire, l'adaptation de vSAN sur du Dell, vous pouvez tester directement sur les hands-on app de VMware. On passe à la phase questions. Donc, je vais répondre à vos questions. C'est ce que vous attendiez. Laissez-moi vous offrir, excusez-moi, 5 minutes de démo, c'est important. 5 minutes de démo, c'est très important. Pour vous montrer, grosso modo, la simplification de l'interface. Je me connecte à ma plateforme d'hyperconvergence, Nutanix. Vous allez, grosso modo, comment c'est simplifié à l'extrême. On va faire du coup 5 minutes de démo, 15 minutes répondre à vos questions. Et il est important de pouvoir aussi montrer un petit peu cette simplification du stockage. Donc ça, c'est une interface Prism qui permet de piloter un cluster Nutanix. C'est ce que j'ai à disposition actuellement de manière très simple. Tout est là, on va dire grosso modo, vraiment tout est là. C'est une interface où j'ai mes dashboards, j'ai mes métriques d'IOPS. Je peux aller très loin en fait aussi dans le monitoring. Pour créer mon stockage, ben, c'est juste magnifique. Imaginez-vous, j'ai besoin de créer un espace de stockage. Et ben, dans le monde du stockage 3 tiers, qu'est-ce que je devais faire? Et ben, je devais aller dans ma bête stockage, je devais créer un volume de stockage. Au préalable, je devais avoir formaté les liens, créer un volume de stockage, aller dans le mapper, aller dans mon switch SAN, plutôt dans mon switch SAN, faire du zoning, ça veut dire que tel serveur a le droit de communiquer avec tel stockage. Le mapper, aller dans ma bête stockage, dire bah, je présente ce stockage-là à tel serveur et le mettre disponible. Donc j'avais pas mal d'opérations, je devais passer d'interface à interface, donc grosso modo une première sur le zoning, une deuxième sur le mapping, donc c'est-à-dire une première sur le zoning qui se trouve sur mes switches broken,
une deuxième interface sur ma baie de stockage pour créer la LUN et la présenter au bon serveur. Je devais aller ensuite sur mon hyperviseur pour lui dire, OK, maintenant, monte ce stockage-là. Est-ce que tu peux monter ce stockage-là en VMFS pour du VMware? Donc voilà, vous avez vu, je dois avoir accès à 3 interfaces différentes pour créer ce stockage-là. Avec l'hyperconvergence, tout est là en fait. Là, je vais créer un espace de stockage. Je vais faire stockage. Je vais faire webinar Alform. Alform, je fais Advanced, donc webinar Alform. Je mets quel espace je veux. Je peux réserver la capacité où je peux uniquement présenter un espace de stockage. Je vais te mettre 100 Go et je peux mettre même mes politiques que je veux d'optimisation. Donc, est-ce que je veux que ce stockage-là fasse de la compression? Est-ce que je veux qu'il fasse de la déduplication? Ça, c'est une Nutanix, c'est particulier à Nutanix aussi. Je peux adapter, je peux par exemple avoir que de la déduplication. Je peux avoir contre la compression ou je peux les coupler ensemble. Et qu'est-ce qui est génial aussi, c'est que par exemple, je peux avoir webinar Alform, je peux créer un stockage webinar Alform compression. Et je vais créer un stockage qui va faire que de la compression. Par exemple, pour mes bases de données, la déduplication, ce n'est pas recommandé du tout. Donc, si jamais vous avez un système d'hyperconvergence où vous mettez de la déduplication, sachez que les bases de données, ce n'est pas très recommandé pour. Donc là, Nutanix, vous pouvez créer votre espace de stockage, webinar Alform compression, et je vais mettre toutes mes bases de données dedans, par exemple. Déduplication, imaginez-vous que vous avez un serveur de fichiers, un Windows avec beaucoup de fichiers, et ben je vais pouvoir mettre, je vais créer un autre espace de stockage déduplication et je vais mettre toutes ces VM dedans. Donc voilà, donc je crée des conteneurs de stockage, un espace de stockage dans lequel je vais mettre mes VM. Donc là, j'ai créé par exemple webinar Alform compression, donc laquelle j'ai mis que la politique de compression avec un espace de stockage. Et au moment où je fais ça, save en fait, reserving, donc il ne veut pas que je réserve de l'espace de stockage. C'est normal. Je vais lui mettre, on va rien lui réserver, c'était pour le truc. Voilà. Au moment où je fais save, en fait, automatiquement, il va présenter mon stockage directement. Ça veut dire que là, je peux même créer, bon, ça, je suis dans l'interface Nutanix, avec l'hyperviseur de Nutanix, qui s'appelle AHV. Donc là, je peux directement créer une VM et consommer ce stockage-là. Je vais mettre VM test, et là, quand je vais créer mon stockage, je vais dire, OK, crée-moi un espace de stockage de 10 Go. Est-ce que tu peux le mettre dans le conteneur de stockage? Donc là, je vois plein de conteneurs de stockage. C'est une plateforme de démo. Donc, tout le monde s'amuse avec. Webinar Alform qui est là, vous avez vu. Je peux tout de suite l'utiliser. Je fais add et je peux créer ma VM. J'ai juste à créer 8 Go de RAM. Je vais même lui mettre une adresse IP. Je ferai un webinaire dédié pour cet hyperviseur-là qui s'appelle AHV. Et enregistrer. Voilà, ma VM est courante. C'est super simple. Il est vraiment important qu'aujourd'hui, les gens de l'IT un petit peu short. Moi, quand j'étais aussi, à un moment donné, quand on m'expliquait qu'il fallait simplifier l'infrastructure, je ne comprenais pas pourquoi. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il était extrêmement simple. Parce que plus l'infrastructure est simple, plus ça rend hautement disponible votre infrastructure. Pourquoi? Parce que quand vous allez résoudre un problème, c'est beaucoup plus simple à le résoudre. Quand vous allez devoir faire la documentation, c'est beaucoup plus simple à la faire. Quand vous allez devoir faire un passage des compétences, c'est beaucoup plus simple à faire. Ça va vous libérer du temps pour pouvoir absorber des nouvelles fonctionnalités. Parce qu'aujourd'hui, on doit être de plus en plus disponible. C'est ma minute retour d'expérience, 10 ans d'expérience. On doit être de plus en plus disponible à absorber de nouvelles technos. Aujourd'hui, on parle de containerisation, on parle de cloud public, on va être aussi aujourd'hui, on va parler, est-ce que tu peux me créer une VM sur Azure? Et demain, on va me dire, tiens, je vais essayer AWS, c'est disponible. Et aujourd'hui, on demande à l'IT de faire tout ça. Et donc, c'est pour ça que si jamais vous avez une complexité extrême dans votre infrastructure, votre temps va être quand même, j'arrive jamais à dire ce mot-là, complètement consommé par des tâches basiques. Gérer que ma fibre optique est bonne, mes stockages est bien, que mes contrôleurs ne sont pas surconsommés, mettre à jour mes firmware, mettre à jour mes hyperviseurs. C'est extrêmement impactant en termes de gestion du temps et vous n'avez pas le temps pour le reste. Mais en réalité, le management de business ne vous attend pas à ce que ma VM marche. On s'en fout que votre VM marche. On attend sur vous que vous apportez peut-être une meilleure sécurité, un meilleur monitoring, une étude sur les SLA, peut-être un plan de reprise d'activité, peut-être une optimisation des coûts, peut-être un meilleur capacity planning, étudier des solutions pour partir dans le cloud. C'est là où nous attend l'IT en réalité. On nous attend peut-être de valeur ajoutée à l'entreprise et pas uniquement des IT guys, des IT qui vont faire du scaling. Non, il faut être capable de dépasser les attentes et plus avoir cette étiquette de
de IT guy qui est là que pour faire du stockage, la VM. Non, il faut pouvoir apporter des solutions simples qui vont vous permettre de libérer du temps. Voilà. Donc, d'ici là, je reviens sur ma démo. Donc, j'ai créé un stockage, j'ai créé une VM de manière très simple. Je peux avoir une vue très poussée. Et qu'est-ce qui est énorme en fait avec l'hyperconvergence, c'est que vu qu'en fait, mon stockage qui est géré par un logiciel en fait à l'intérieur avec l'hyperviseur est très corrélé à ma couche de virtualisation, ben, je vais pouvoir aller avoir un peu plus de détails. Grosso modo, ici, je vais essayer de trouver une VM qui fait pas mal de lecture-écriture. Donc, je vais filtrer par nombre de VM qui font des lectures-écriture. Donc, je n'ai pas beaucoup, parce que j'en ai quelques-unes qui font des. Par exemple, j'ai des writes et des reads. Dans la même interface, comme vous pouvez voir, je peux avoir comment ma VM est configurée, quelles sont ses capacités, combien je consomme de CPU, combien je consomme de mémoire, quelle est son activité en contrôleur, et en un seul coup d'œil, je peux même regarder sa latence. Vous comprenez? Parce que la latence, c'est extrêmement important. Des fois, on va vous dire mon application est lente. Vous allez rajouter du CPU, vous rajoutez de la mémoire. Mais en fait, c'est l'accès au stockage qui est lent. Donc, vous pouvez ajouter tant de mémoire, tant de CPU que vous voulez. Si la lecture-écriture est trop lente, la latence, eh ben, ça va être toujours lent l'application. Les usagers vont toujours se plaindre. C'est pour ça que cette valeur-là est extrêmement importante à monitorer aussi. Une bonne valeur, c'est en dessous des 15-20 millisecondes, pour rappel. Donc là, en un seul coup d'œil, bam, j'ai tout, parce que forcément, le stockage et la couche de virtualisation ne font qu'un. Donc, je peux avoir des dashboards extrêmement intelligents. Et je peux aller même plus loin que ça. Je peux avoir vraiment, en un seul coup d'œil, je peux avoir une vue très avancée. Regardez, je peux avoir combien consomme la VM en termes de CPU, en termes de mémoire, combien fait d'IOPS, combien fait sa latence, de combien elle est, son ready time. C'est super puissant. Je peux aller vraiment très loin aussi dans les métriques IPS. Ça, c'est typique à Nutanix. Ça, c'est quelque chose de typique à Nutanix. Je peux aller très loin. Je peux aller vraiment des graphes très avancés sur la latence que du read, la latence que des reads, la latence que des writes. Quelle est aussi la taille de chacun des blocs? Ça veut dire, quand je fais une lecture-écriture, quelle est la taille de chacune de ces lectures-écritures? Si vous allez sur une bête stockage, vu que la lecture-écriture arrive de plein de serveurs différents et de plein de VM différentes, la bête stockage est incapable de savoir cette écriture appartient à telle VM, parce que tout arrive dans 2 points d'entrée uniques, les contrôleurs de stockage. Alors qu'avec l'hyperconvergence, vu qu'on a imbriqué les deux, mon stockage est assez intelligent pour savoir que telle écriture appartient à telle VM et de pouvoir sortir des graphes super smart. Et grosso modo, me dire, bah, la majorité de tes lectures font une taille d'entre 4 et 8 kilos. Ici, la majorité de tes écritures, tu as 21% de tes écritures qui font 1 méga. Ici, je peux même dire que, regardez, mes écritures, mes lectures sortent en grande majorité depuis le caching de la mémoire. On va venir expliquer quand je vais expliquer en détail Nutanix dans le prochain webinaire. Donc ici, je peux savoir exactement d'où est-ce que sortent mes lectures de ma VM. Quand ma VM a besoin de faire une lecture, est-ce que ça vient du SSD, est-ce que ça vient du HDD, est-ce que ça vient du caching de mon contrôleur? Je peux avoir une vue extrêmement smart sur ma technologie d'hyperconvergence. Comme vous pouvez voir, le fait d'imbriquer, ça vous simplifie la vie, ça prend l'espace, ça peut devenir une interface de gestion beaucoup plus simplifiée. J'ai 10 minutes, je prends vos questions. Merci, j'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez appris des petites choses. Donc là, je saute sur les questions. J'en ai plein. Je pense que ça a été important. La première, vous allez voir apparaître. Est-ce que Nutanix supporte le Nested Hypervisor? Nutanix, ne pas confondre Nutanix, en fait, va vous apporter la couche intelligente SDS. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est en réalité Nutanix? Quand je parle de SCI, hyperconvergence, c'est le fait d'agréger tous les disques ensemble. Je vais agréger tous mes disques ensemble. Mais sur l'hyperviseur au-dessus, je peux avoir l'hyperviseur de mon choix. Avec Nutanix, vous pouvez avoir l'hyperviseur de VMware, l'hyperviseur Hyper-V ou le propre hyperviseur Nutanix. Mais cette question-là, est-ce que je peux avoir du nested hyperviseur, c'est-à-dire est-ce que je peux faire des hyperviseurs à l'intérieur d'autres hyperviseurs? C'est plutôt une question d'hyperviseur. Si vous avez posé la question sur le fait, si vous mettez du Nutanix avec de l'hyperviseur VMware, oui, vous pouvez le faire. En réalité, quand je parle d'hyperconvergence, SDS, Software Defined Storage, c'est le fait, avec une solution logicielle, de pouvoir créer ce stockage partagé à tous mes serveurs.
Donc Nutanix va gérer que ça. Donc merci, ça me permet de rappeler cette question-là. Nutanix va gérer la solution SDS, Software Defined Storage, de pouvoir agréger tous mes disques ensemble et les présenter comme un seul pool de stockage. Et au-dessus, je peux avoir l'hyperviseur de mon choix, VMware, Hyper-V. Et donc ça, donc on me pose, est-ce que je peux faire telle virtualisation ou une autre? C'est plutôt une question de quel hyperviseur je vais choisir. Est-ce que, est que je vais refaire des formations? Enfin, honnêtement, je suis extrêmement booké. J'ai une position qui me prend beaucoup de temps. J'adorais, vraiment, j'y pense vraiment tout le temps. J'adorais et, j'aimerais bien. Je ne veux pas vous dire oui, demain, après-demain. Je vais refaire, je pense, c'est sûr, un jour, mais je ne peux pas vous donner de deadline. J'ai une question. Il suffit d'avoir une expérience VMware sans certif et aller directement vers un certificat. Est-ce qu'il suffit d'avoir directement, on va dire, une expérience VMware sans certification, de pouvoir faire, de passer des certaines certifications Nutanix? Je vous dirais, tout dépend de votre expérience, mais oui, l'un n'empêche pas l'autre en fait, parce que vous avez l'infrastructure est beaucoup plus simplifiée, vous allez vous simplifier plus sur la virtualisation, moins sur le stockage. Donc Nutanix va vous apporter peut-être d'autres concepts sur l'hyperconvergence, comment ça marche. Mais oui, avec un peu d'expérience, on peut directement sauter à l'hyperconvergence. On n'a pas besoin d'être un gourou sur VMware pour aller à l'hyperconvergence. C'est la raison d'être de l'hyperconvergence, c'est de simplifier. Et quand vous avez je parle d'hyperconvergence beaucoup, pas forcément Nutanix. Là, le but, c'est pas forcément de mettre en avant une solution par rapport à l'autre. J'essaie de rester vraiment neutre dans ces webinaires-là et pas dire celle-ci est mieux que l'autre. C'est pas mon but aujourd'hui. Si vous parlez du concept de l'hyperconvergence. Après, dans un autre webinaire, je parlerai de Nutanix sans pas forcément parler des autres. Donc oui, la raison de l'hyperconvergence, c'est de simplifier et de vous offrir cette simplification d'architecture. Et donc oui, avec un peu d'expérience VMware, vous pouvez tout de suite aller sur l'hyperconvergence. Vous pouvez le faire sans aucun problème. C'est quoi le relais entre hyperconvergence et cloud? Ben, aujourd'hui, le relais, c'est que est-ce qu'on a un pont entre les deux? Oui, on a un pont entre les deux. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous prenez du VMware, vous pouvez avoir du VMware chez vous et du VMware intégral dans votre cloud Azure ou AWS. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre VM et la migrer directement sur un cloud parce que vous avez une couche qui est similaire entre les deux. Vous n'avez pas besoin de reconstruire votre application. Si c'est du Nutanix, vous avez la même histoire. Si vous avez une couche Nutanix intégrale, Nutanix dans votre data center, vous pouvez déployer aujourd'hui sur AWS et sur Azure une couche intégrale Nutanix dans votre cloud, ce qui va permettre à quoi? Ce qui va permettre de balancer vos VM directement dans le cloud. Parce qu'à savoir que quand on migre dans le cloud, généralement, c'est pas clic droit, VMware, on envoie, c'est qu'il faut replatformer l'application. Il faut la reconstruire. Des fois, c'est pas adapté. Des fois, vous avez une ancienne VM, l'application n'est pas compatible avec ce qu'il y a dans le cloud. Il faut réutiliser les services du cloud si vous avez besoin d'un load balancer, de réutiliser les services de sécurité. Voilà, il faut réutiliser des composants de cloud. Ce qui va, à un moment donné, va avoir le problème d'être, si vous migrez vos VM et vous les réadaptez à la fonctionnalité du cloud, vos VM, vont être glued. Je fais beaucoup plus d'anglais dans mes jeux de travail, c'est pour ça que des fois des termes anglais viennent en premier. Votre VM va être vraiment attaché au service cloud parce que vous allez devoir replatformer, reconstruire votre VM autour des services cloud, utiliser un load balancer cloud, utiliser des règles de sécurité cloud, utiliser un stockage cloud. Et donc, du coup, pour ressortir votre VM sur un autre cloud ou la ramener, parce que à l'intérieur de votre data center, ça va être de plus complexe, excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'avoir potentiellement une couche similaire entre votre data center et le cloud vous permettre de migrer plus facilement vos VM et les rapatrier, surtout parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a eu un gros boom de la migration vers le cloud, et énormément d'entreprises se rapatrient les machines parce qu'on parle de data gravity, on parle du fait que ma donnée soit plus proche de l'utilisateur, c'est un peu mieux. Et on parle aussi que c'est mieux, excuse-moi. Et on parle aussi de cost. On s'est rendu compte que pour beaucoup de VM, bah, comme ma VM tourne chez moi, c'est beaucoup plus cost effectif, c'est beaucoup plus pertinent en termes de coût. J'ai une question. Je vais prendre un peu plus de temps. Hein. J'ai pris un peu plus de temps sur la présentation. Je vais prendre un peu plus de temps pour répondre aux questions. Ça me fait plaisir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des raisons de mettre en place une infrastructure dite traditionnelle en cas de nouvelle acquisition? Super question, Amine. Il y a encore des use cases. On a besoin de best stockage, je veux dire. On va dire si vous avez des serveurs AX, vous avez des serveurs AX, c'est-à-dire des serveurs qui sont très particuliers. Certains types de serveurs, des serveurs AX qui ont besoin des bêtes de stockage. Il n'y en a plus trop qui viennent dans ma tête maintenant. Avant, il y en avait de plus en plus. Maintenant, vraiment, je ne parle pas des serveurs AX.
certains use cases qui nécessitent potentiellement vraiment de la baie de stockage. Aujourd'hui, je pense que l'hyperconvergence peut répondre à quasiment l'intégralité des use cases. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est que je présente des solutions Nutanix pour répondre à des use cases. Il y a très peu de use cases vers lesquels on ne peut pas répondre. Même de l'AX, on peut y répondre. C'est-à-dire que je peux prendre mon stockage Nutanix, le présenter directement à un serveur AX pour qu'il vienne consommer. Même le AX, je peux y répondre en réalité. Mais voilà, je sais pas, des systèmes, on va dire, très AS400, comme le monde bancaire, etc. Potentiellement, oui. Mais l'hyperconvergence peut remplacer beaucoup de choses, si ce n'est tout. Faites-vous des formations de Nutanix? Non, malheureusement, j'ai pas de temps. Non, je ne fais pas de formation de Nutanix. Je peux vous rediriger. Écrivez-moi sur Twitter, écrivez-moi sur Twitter ou sur LinkedIn. Vous me trouvez Fouad Alakad, LinkedIn. Écrivez-moi. Et je ne donne plus mon mail perso, malheureusement. C'est que je l'ai donné beaucoup dans les formations et que je suis devenu un peu un espèce de Google de la virtualisation. Je suis vraiment désolé de dire ça. C'est qu'aujourd'hui, on s'est mis à me poser beaucoup de questions. J'adore répondre, j'adore aider. Mais des fois, quand on me pose des questions, avec une simple recherche Google, je peux avoir la réponse. Je réponds quand même, mais de manière gentille. Donc, c'est pour ça que je ne donne plus trop mes emails, parce que je déteste, je trouve ça impoli d'avoir un email sans y répondre. Mais quand on me pose vraiment des questions trop simples, c'est pour ça que je trouvais. On aurait fait une recherche Google et revenez avec une question sur mon LinkedIn que vous avez difficulté à trouver et avec grand plaisir, je vous réponds. Donc, revenez vers moi avec ces questions-là, je peux vous guider plus ou moins comment se former un Nutanix. Est-ce qu'on peut avoir des géoclusters avec la même performance? Oui, avec Nutanix, vous pouvez avoir un stress cluster, on appelle ça géocluster, stress cluster. Ça veut dire que c'est sur deux sites différents, avoir deux clusters, on va dire deux clusters d'hyperconvergés qui vont avoir un réplicage synchrone avec la même performance. Oui, on peut le faire. Bien sûr, il faut une fibre noire entre les deux. Donc, je peux avoir un cluster Nutanix sur un site, un cluster Nutanix, un cluster d'hyperconvergence, c'est assez large. Un cluster d'hyperconvergence sur un site, un autre cluster d'hyperconvergence sur un autre site, et faire la réplication synchrone et avoir un espèce de géocluster. C'est-à-dire que si jamais j'ai un site intégralement qui tombe, toute une VM vous redémarrez sur le site. Oui, on peut le faire avec les solutions d'hyperconvergence et oui, on peut le faire avec Nutanix. Quels sont les fournisseurs d'hyperconvergence outre Nutanix? Je vais présenter dans mon slide, grosso modo, je reviens dessus. Aujourd'hui, on a les principaux, vous allez trouver VMware, vous allez trouver Nutanix, et je vais englober Dell VMware, parce qu'en fait, c'est la même solution. vSAN, quand vous avez trouvé VxRail, c'est la solution de VMware qui a été intégrée dans la solution de Dell. C'est la même solution de Dell et VMware, c'est du vSAN en fait, sauf avec une surcouche logicielle ajoutée en plus. Donc, Dell VMware, vous allez trouver principalement Dell VMware avec Nutanix, mais vous avez aussi du HPE SimpliVity. Et vous avez aussi, ils font aussi du DHCI, aussi une espèce d'autre type d'hyperconvergence. Vous avez aussi Cisco Hyperflex. Vous avez du NetApp aussi qui fait de l'hyperconvergence. Voilà, Datrium a été racheté. C'est voilà les gros acteurs que vous allez trouver aujourd'hui. HPE, Nutanix, VMware, NetApp et Cisco. Après, en termes de part de marché, c'est clair que la part de marché est partagée entre Nutanix et Dell VMware. J'essaie de rester neutre dans tout ce que je dis. C'est vrai que je ne peux pas dire ça c'est mieux que ça parce que j'ai le pôle Nutanix. Ce ne serait pas, on va dire, j'ai pas les meilleures chaussures pour pouvoir parler aujourd'hui d'une solution mieux que d'autres. J'essaie de vraiment rester neutre dans mes discussions. Même si on va dire que je travaille pour mes convictions. En termes de capacité de stockage, est-ce qu'on est un peu limité? En termes de capacité de stockage, oui et non. Hein. Forcément, vous êtes limité à la capacité de stockage que vous offrent vos nœuds. Donc, si vos nœuds vous donnent tous vos nœuds agrégés vous donnent une capacité de, je sais pas, de 20 Tera, eh bien, vous êtes limité à 20 Tera. Mais par contre, là, quand vous avez besoin de plus de stockage, il y a deux solutions. Soit vous rajoutez des disques dans chacun des nœuds, s'il reste de la place, soit vous rajoutez un nœud différent, un autre serveur. Donc, soit on rajoute des disques s'il y a de la place, soit on rajoute un serveur différent. Donc, oui, en termes de fonctionnalité, non, parce qu'en fait, je peux avoir toutes les configurations. Je peux avoir une configuration hybride, hein, c'est-à-dire SSD, HDD. Je peux avoir une configuration all flash, c'est-à-dire que du SSD. Je peux avoir une configuration full NVMe. Donc, je ne suis pas vraiment limité même en termes de fonctionnalité aussi, en termes
compression, déduplication, erasure coding, réplication, tout ça, je l'ai. Donc, en termes de features, pas vraiment. J'ai une grosse question là. Est-ce que dans les solutions hyperconvergées, il est possible d'avoir des disques SSD uniquement pour le cache et des disques SATA classiques à 10K pour le stockage, sans perdre beaucoup en performance? Et si on avait uniquement des disques SSD, que si on avait pas toutes les solutions d'offres, pas toutes les solutions d'offres, pas toutes les solutions d'hyperconvergence permettent d'avoir ça. Nutanix se différencie par on ne fait pas du cache, on va dire que la couche SSD va être un espace de stockage à part entière. Quelle est la différence entre un espace de caching et un espace de caching et un espace, je ne sais pas en fait, vous voyez pas, excusez-moi, vous voyez principalement l'écran en fait, vous ne voyez pas moi en train de parler. Je vais arrêter le partage, c'est plus simple, comme ça vous voyez moi et pas forcément que mon écran. Donc là, vous devez voir que moi. Nutanix, par exemple, la couche, le hot tier, on va dire celle-là, où vous avez du NVMe ou du SSD, va être utilisé comme un espace de stockage à part entière. Ça veut dire que votre donnée, on va vraiment stocker de l'espace de données là-dedans. Comme pour une baie de stockage, hein. C'est-à-dire une baie de stockage, quand vous avez du SSD dans votre tier haut, on va vraiment stocker l'espace des données dans votre espace de stockage. Quand on a du caching, c'est un peu comme un peu comme les contrôleurs de stockage. Ça veut dire que votre donnée va être, dans un premier temps, tout le temps écrit dans cet espace de cache et peut être inscrit dans la baie de stockage. Donc, certaines solutions, oui, permettent de l'offrir. Certaines solutions ne permettent pas de l'offrir. Et après, tout dépend de la performance que vous avez besoin. Oui, si vous n'avez pas besoin de performance monstrueuse, je dirais même que avoir du SSD en premier tiers et que des disques 10K répond à l'intégralité des use cases. Et je dirais même que si vous avez bien sizé, si vous avez affaire au bon ingénieur qui size bien votre infrastructure, comment on fait un sizing plus ou moins d'hyperconvergence? Eh bien, on regarde, on calcule quelle est votre quantité de hot data, ce qu'on appelle ça le working set, c'est-à-dire c'est combien de données actives en réalité j'ai par jour. Imaginez-vous que j'ai 5 Tera tous les jours qui sont lus et écrits. C'est pas que écrites. Hein. Lus et écrites, 5 Tera qui est déjà énorme, c'est déjà beaucoup 5 Tera, qui sont activement lues et écrites par jour, c'est-à-dire que quand je parle de écrites, c'est de nouvelles données ou modifications. Donc si j'ai 5 Tera, via des outils, j'ai pu analyser ça, j'ai pu voir que j'ai 5 Tera qui sont lues ou écrites par jour, et ben, si je vous fais un bon sizing et je vous donne 5 Tera de SSD, je mets même des disques 7K des disques à faible vitesse, et ben, ça va super bien marcher parce que l'intégralité de vos lectures, écritures seront stockées dans votre SSD. C'est quasiment une solution all flash, à moindre coût, parce qu'en fait, les données froides seront poussées automatiquement sur les disques mécaniques, et donc ça va être une économie aussi en termes de coût d'achat. Donc oui, bien étudier les solutions d'hyperconvergence, toutes ne le font pas, mais pour une TX, pour répondre, oui, on peut, du coup, si on size bien la bonne quantité de SSD, on peut vous offrir la bonne quantité de cache, la bonne quantité de hot tier pour pouvoir stocker toutes vos données dans le stockage SSD. Donc, ça fera quasiment une solution all flash et toutes les données les plus froides tomberont automatiquement dans le tier le plus froid, HDD. Je sais pas que j'ai répondu. Quelles sont aujourd'hui les faiblesses identifiées des architectures hyperconvergées par rapport aux architectures classiques? C'est une belle question métaphysique. Les faiblesses. Honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup. Après, les faiblesses de l'hyperconvergence, moi, je n'en vois pas beaucoup. Hein. En fait, quand j'étais à la mairie de Paris, j'étais aussi un client d'hyperconvergence. Aujourd'hui, je n'ai pas que la cassette Nutanix, c'est-à-dire que j'étais client d'hyperconvergence. Et j'ai eu la chance de mettre la main dans plusieurs solutions. Et honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Hein. Franchement, un des risques que j'avais sorti une fois, c'était ça soit tellement simplifié que votre admin se mette à plus rien faire, en fait. Et il se dit, oh, ben voilà, je vais traîner sur le journal du geek et plus faire mon job. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, il y a vraiment c'est vraiment robuste. Hein, l'hyperconvergence, c'est très robuste. Hein, parce que dans le prochain webinaire, vous allez montrer combien c'est robuste, combien on protège ma donnée, combien je la réplique. Donc, j'en vois pas beaucoup. Maintenant, j'en vois pas beaucoup. Peut-être posez-moi offline cette question-là et je prendrai le temps de réfléchir parce que j'en vois vraiment pas beaucoup.
Euh, Est-ce qu'il y a des différences technologiques entre les principales? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des différences technologiques, il y en a beaucoup. Après, je sais pas, c'est pas le bon moment d'y répondre. Parce que je parle d'hyperconvergence en général. Je préfère parler de mes forces que parler des autres solutions. Mais il y en a beaucoup. Franchement, le diable se trouve dans les détails. Il est important de creuser les détails et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Dans quel contexte ou dans quel genre de structure peut-on trouver l'hyperconvergence? L'hyperconvergence, vous allez la trouver chez la petite PME qui a 10 utilisateurs et vous allez la trouver sur Société Générale qui a plus de 20 000 machines virtuelles. C'est une solution qui est adaptée à toutes les infrastructures. En réalité, je ne dis pas ça pour mentir, c'est vraiment, j'ai un client d'une petite PME, on a même un client qui est une toute petite association qui fait du caritatif et qui a de l'hyperconvergence, qui a quelques utilisateurs pour quelques applications, leur mail, etc. Et on a la Société Générale qui a plus de 20 000 machines virtuelles, je crois même plus que ça. Python, ils ont plus de, je sais, plus de 1000 nœuds hyperconvergés. Donc en fait, ça répond le fait en fait de pouvoir granulairement ajouter un nœud par un nœud et de pouvoir tailler mes nœuds selon mon besoin. Parce que si jamais je suis une petite entreprise, je vais vous donner des petits nœuds. Forcément, vous allez acheter des petits nœuds, de 3 petits nœuds. Mais si j'ai, je sais pas, une énorme entreprise, je vais vous donner des gros nœuds et une centaine de gros nœuds. Donc ça s'adapte vraiment à tous les besoins. Je reviens là-haut. Attendez, je reprends la question. J'ai quelques questions qui sont apparues là-haut. Faut-il obligatoirement des serveurs avec des contrôleurs RAID en HBA mode pour utiliser Nutanix? Particulièrement, en fait, déjà, quand vous allez avoir du Nutanix, il faut que ce soit des serveurs certifiés. Généralement, pour toute solution hyperconvergence, vous allez avoir des solutions, c'est des serveurs qui sont certifiés. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quel hardware. Même le firmware doit être certifié. Donc, généralement, quand vous savez, Nutanix, vous pouvez l'installer sur tous les serveurs. Ça, j'en parlerai encore dans le prochain webinaire quand je serai plus focus sur Nutanix. Mais Nutanix, vous pouvez l'installer sur des serveurs Dell, sur du Lenovo, sur nos propres serveurs à nous, sur du HP, sur du Fujitsu. Donc, voilà. Mais sur chacun des fabricants, c'est des serveurs certifiés de la marque avec le bon firmware qu'on a testé. Parce qu'en fait, on focus vraiment sur les business critical applications. Il y a vraiment des applications critiques. Donc pour ça, pour pouvoir fournir une application, une plateforme extrêmement résiliente, il faut des systèmes qui ont été contrôlés, vérifiés, passer toute une grosse batterie de tests. C'est que des serveurs certifiés. Donc forcément, il y aura des contrôleurs RAID en pass-through. Ça veut dire qu'on ne fait pas de RAID, on fait pas de RAID physique, on fera du RAID software. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur l'utilisation de la solution hyperconvergence Cisco et Hyperflex par rapport à Nutanix? En fait, la part de marché est vraiment très différente, Hyperflex par rapport à Nutanix. Après, encore une fois, c'est une question un peu délicate. Pour Nutanix, si jamais c'est le contraire, si jamais j'étais Cisco, voilà, si jamais je travaille pour Cisco, qui est la solution d'Hyperflex, est-ce que je pourrais vous dire ma pensée? Non, parce que je travaille pour Cisco et j'ai des intérêts derrière Cisco. Donc c'est un peu délicat à répondre à cette question-là, mais euh, en termes de part de marché, en termes de référence, en termes de la couverture est complètement différente. Donc forcément, plus la couverture est grande, plus le nombre de clients est là, plus les use cases sont grands, le retour d'expérience est grand, plus le R&D et l'effort dans la recherche et développement est grand. Donc tout ça suit avec forcément. Du coup, à chaque fois qu'il y a un besoin de stockage, on est obligé d'ajouter un nouveau nœud et du coup des ressources mémoire CPU. Je vous ai présenté, je repartage mon écran rapidement, partager mon écran, hop, je reviens sur mon écran parce que c'est pour faire juste une petite piqûre de rappel. Hop, je reviens sur mon écran. Je vous ai présenté ce stockage, ce slide-là. Je vous ai parlé que quand j'ai 3 nœuds, par exemple, chacun des nœuds a une capacité de mémoire CPU aussi une capacité de stockage en terabits et une capacité de performance. Je peux rajouter un nœud qui va me rajouter un peu de mémoire, un peu de CPU et un peu plus de stockage. Et je peux me rajouter, par exemple, un nœud qui va me rajouter que du stockage. Que du stockage. Donc, non, je ne suis pas obligé de faire suivre l'intégralité. Je peux rajouter un nœud qui va me rajouter uniquement du stockage à ma solution. Attention, pas toutes les solutions d'hyperconvergence me permettent de le faire. Donc oui, on peut le faire. Je peux vraiment faire évoluer indépendamment mon cluster vraiment selon mon besoin. Je peux même
avec Nutanix, à rajouter un nœud all flash. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mélanger avec un nœud hybride, par exemple. J'ai une autre question, j'essaie de conclure. En termes de coût entre une solution classique et stockage, à savoir que si vous comparez bit and byte, on va dire, j'ai besoin de tant de mémoire, tant de CPU, tant de stockage, il se peut qu'une pelle de stockage soit légèrement moins chère qu'une solution d'hyperconvergence. À l'achat brut. Mais quand vous faites un TCO, c'est-à-dire un coût sur les 5 ans, l'hyperconvergence a vraiment un énorme gain. Pourquoi? Parce qu'à l'achat, peut-être l'hyperconvergence peut être légèrement plus chère, mais du fait que vous avez moins d'utilisation sur le rack, moins d'utilisation dans le cooling, moins d'utilisation dans l'électricité, moins d'utilisation, on va dire, moins de focus et moins d'efforts à mettre sur la gestion, le management, qui va permettre de mettre plus d'efforts, autre chose, qui va être une plus-value pour l'entreprise. Une plus-value pour l'entreprise. Je peux faire aussi un gain par rapport à l'hyperviseur de mon choix. Quand je fais, on va dire, une étude sur 5 ans, et aussi le fait que j'ai pas plusieurs supports. Je vous ai parlé de ces histoires de supports. Je peux vous les reparler rapidement. J'ai présenté un slide qui parlait des supports. Le fait que j'ai pas tant de supports à renouveler. Quand je suis sur une solution classique, quand je vais devoir renouveler, je vais devoir renouveler ça. Et généralement, dans les solutions de certains vendeurs, quand vous devez passer au renouvellement du support, c'est bingo et on vous demande de poser le chéquier. Le fait de ne pas devoir renouveler différents supports et des fois même être en risque de matrice de compatibilité, etc. Donc là, j'ai plusieurs supports à renouveler. Si je fais une comparaison sur 3 ans, 5 ans, des études montrent qu'on est même quasiment, ça dépend des études, les chiffres, IDC, etc., mais on parle de au moins 70% moins cher sur 5 ans, si on prend tous ces aspects-là. Mais à l'achat brut, on peut être légèrement plus cher à l'hyperconvergence. Et j'ai même dépassé mon webinaire de 12 minutes. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je suis super content. J'espère que c'était clair. J'espère que j'essaie de vous apporter une clarification sur les notions d'hyperconvergence, vraiment les notions d'hyperconvergence. J'ai parlé en gros. Qu'est-ce que ça permet de. Quelles sont on va dire, les problématiques qu'on vient résoudre. Il y en a d'autres encore, que, en rentrant dans le détail, je vais pouvoir expliquer un peu plus loin. Là, je vais focaliser un peu plus sur le TANIX, celle que je connais le mieux. Et celle que je connais. Il y a, pour vous inscrire au prochain webinaire, on vous envoie un petit lien. Là, je vais faire un deep dive sur Nutanix, comment ça marche, comment je protège ma donnée, comment je reconstruis ma donnée, quelle est son disponibilité, etc. etc. Donc, je vous invite à vous inscrire, à cliquer le bouton, je vais sur le bouton chat. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. Merci pour votre disponibilité. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un plaisir de faire ce que je fais avec vous, de partager la connaissance, d'échanger avec vous. S'il vous plaît, si vous avez des questions, une petite recherche Google, revenez vers moi. Et là, j'y répondrai. J'ai passé, en fait, suite à la formation, 3 ans de consulting à travers des emails en me posant des questions. Si j'ai une VM qui tombe sur un serveur, en faisant un peu de recherche, on peut trouver la réponse, je vous garantis. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches sur ces temps un peu complexes. Apprenez. C'est vraiment la connaissance. Essayez de gagner du temps, essayez d'apprendre vraiment des solutions qui vont vous permettre demain. Aujourd'hui, on parle de cloud, on parle de hybridation, on parle d'hyperconvergence. Essayez d'apprendre. C'est votre clé de réussite pour demain. NSL, comme dirait un ami à moi, Never Stop Learning. Et on se retrouve au prochain webinaire. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Et à très, très bientôt. Je peux mettre fin au webinaire. Je cherche le bouton fin. Donc, je pense qu'on coupera cette dernière partie au montage.